Bonjour, 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 partageons, partageons, déconnectons-nous, on partage, on revient, déconnectons-nous, on partage, on revient. C'est aussi à ça que consistent les directs olympiques du chassement. J'ai essayé à chaque fois j'essaye de faire le service après-vente aussi de mon direct. Donc je pars, j'essaye de relire, salut Romary. J'essaie de relire, de voir le direct et de relire les commentaires, tu vois. Et j'ai vu certains commentaires qui m'ont pas très plu, tu vois. Les gens, certaines personnes, peut-être une dame, elle dit déjà, je me rappelle même plus des sonnettes qu'elle a écrit. Ça, c'est un direct. La personne qui n'est pas d'accord, il faut quitter sur le direct. Même si tu as un faux profil, même si c'est Maurice Kamto qui est derrière le faux profil, la personne qui écrit des conneries, des insultes ici, je te bloque à vie. Je te bloque à vie. Je ne suis pas en train de m'amuser ici. Je ne suis pas en train de m'amuser. Même si la personne est quel activiste, je te bloque à vie. Même si c'est Maurice Kamto, je ne m'amuse pas ici. Ici, c'est le chassement. Ici, c'est le chassement. Et il faudrait qu'on arrête de tomber dans le piège du gouvernement. Il faudrait qu'on arrête de tomber dans ce piège. Ici, il est question de programme, d'idéologie. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on continue dans la recherche des symboles. Tout le monde cherche le Kanga, tout le monde... Mais on est dans le chassement. On va emprisonner des gens. On va peut-être même fouetter les autres. Mais il va falloir qu'on soit debout pour avancer. Pour avancer. Pour avancer malgré tout. J'ai déjà appréhendé la menace. J'ai déjà dit les points forts de ce régime. Mais j'ai surtout parlé des points faibles de ce régime. Partagez le direct, partagez le direct. Il faudrait qu'on fasse cette démarche-là. Cette démarche, il faudrait qu'on partage ce direct. Merci pour les 73 personnes qui ont déjà partagé ce direct. Il faudrait partager énormément ce direct. Il y a des gens qui tombent dans le piège du régime. On est en train de chercher des individus. Ok, Ekanga, on l'a arrêté, on ne l'a pas arrêté. Mais on part où? On ne part pas la balle foraine. Ils vont arrêter des gens. Ils vont arrêter des gens. Il faudrait qu'on soit nombreux. Qu'ils arrêtent une personne, 10 personnes les remplacent. 10 personnes les remplacent dans la rue. C'est vers là où on est parti. On n'est pas au niveau de chercher, on a arrêté où est la vérité, les Sardinats mentent, les Sardinats mentent, nous on vient démentir avec des posts, on dilapide notre énergie à parler des individus, alors qu'il faut parler du programme, il faut parler de l'espoir, il faut parler des faiblesses de ce régime dictatorial, il faut parler de cette dictature. Parce que les gens ont tendance à oublier. Il faut parler des morts indirects sur les routes, des morts dans les hôpitaux. Il faut parler, il faut dire, expliquer aux gens pourquoi on sort. Il faut parler du chômage. Il faut parler de la pauvreté ambiante. Il faut parler des cadavres qui pullulent partout. C'est des idées du programme qu'il faut véhiculer. Il n'est pas ici de continuer à chercher les symboles, les porte-étendards de la révolution. Non, non. La révolution, ce n'est pas, il n'y a pas de porte-étendard. Non. La révolution, c'est dans la tête. C'est dans les idées, c'est dans la vision, dans les rêves qu'on se fixe, dans les objectifs qu'on se fixe pour la patrie. Il faudrait qu'on arrête les Sardinats, le gouvernement va continuer à ventiler des intoxications, à ventiler de la désinformation. Il ne faudrait pas qu'on perde notre énergie à vouloir démentir ça. Mais on les connaît. Ils ne sont plus crédibles. Concentrons-nous sur véhiculer. Merci, et qu'on est dans le direct. Merci énormément. Partageons. C'est maintenant le moment de véhiculer. Continuez à véhiculer, à marteler. Les raisons pour lesquelles nous, on va botter le dictateur dehors. Cette injustice de plus d'un demi-siècle. Comment on en est arrivé là? C'est de ça dont il est question. Moi, aujourd'hui là, on peut m'arrêter. Moi, ne prononcez pas mon nom quelque part. Ne prononcez pas mon nom quelque part. S'il n'y a pas, on n'aura pas renversé le dictateur. Ne prononcez pas mon nom. Continuez la bataille. Continuez la bataille.
Même le président Maurice Kamto l'a dit. Si je tombe, je meurs. Je ne veux pas les fils interminables avec les gerbes de fleurs. Battez-vous, battez-vous pour la liberté. Battez-vous. J'ai vu le Rubicon. J'ai entrevu le Rubicon. Donc il va falloir qu'on laisse les personnes de côté. Qu'on ne soit pas comme ces orphelins qui voient à chaque frère, à chaque visiteur dans la maison son potentiel père. Oh mon père, non, c'est pas ton père. Mon père, non, c'est pas ton père. Mon père. Et il faut qu'on arrête. On est des adultes aujourd'hui. Nous, on doit être nos propres pères pour nos enfants. On doit être nos propres héros pour nos enfants. Il ne faut pas qu'on cherche Ekanga, il est où Ekanga. Allez vous faire foutre avec ça. Allez vous faire foutre. On est là pour le changement. Personne n'est au-dessus de cette révolution. On arrêtez les symboles. Soyez les symboles de votre maison, de votre futur, de votre famille, de votre quartier, de votre patrie, de votre ville. Soyez des symboles. À vous tout seul. À vous tout seul. Ne tombez pas dans le piège de ceux. On n'est plus au niveau des individus. C'est accessoirement, qu'on parle même de Paul Biya, c'est accessoirement parce que lui, c'est lui qui incarne le leadership de cette dictature. C'est accessoirement. Mais sinon, c'est vague, c'est les institutions du Cameroun qu'il faut balayer. Mais c'est accessoirement qu'on parle de lui. D'où vient-il que les Sardinats nous amènent à parler des individus dans notre révolution alors que nous, on est dans une révolution de lumière, d'esprit, d'idéologie, de rêve, de grandeur, d'estime, de dignité. C'est de ça dont il s'agit. Il va falloir qu'on fasse preuve de concentration. Il faut qu'on sache pourquoi on se bat. Qu'il faut qu'on sache qu'on va arrêter des gens. Ce n'est pas une surprise. Avant ou après, on va arrêter des gens. Mais à chaque personne arrêtée, 10 personnes se lèveront à leur côté. 10 personnes, à chaque personne qu'on va arrêter, 10 autres les remplaceront. Sur les lieux publics, sur les champs de manifestation. Dès qu'on emprisonne une idée, 10 autres idées germent. Germent. Les germes de la liberté, les germes de l'espoir. C'est de ça dont il est question. Ça, il faut le faire. Il faut qu'on puisse le faire. Maintenant, je vais parler un peu de macroéconomie. Je vais parler de macroéconomie. Parce qu'il faut qu'on explique pourquoi il n'y a pas d'espoir avec ce régime. Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi il n'y a pas d'espoir avec ce régime. Parce que c'est ça la vérité. Ils sont en train de dire le projet de reconstruction de l'extrême nord. Ce sont des menteurs, des fourbes, des incultes, des gens qui n'ont aucune vision. Ce n'est pas maintenant. C'est fini, il n'y a pas d'espoir avec ce régime. Je vais vous expliquer qu'en réalité, l'État régalien, dans ses fonctions régaliennes, il y a quelques fonctions. Hein. Il y a l'éducation, parce que généralement l'éducation, il faut que ça soit fait du public, parce que l'éducation coûte cher. Et c'est un symbole d'inégalité. Donc il va falloir que l'État vienne jeter des fonds, investir dans ça pour uniformiser l'éducation, pour donner l'égalité des chances face aux opportunités dans la nation. Ça, c'est une fonction régalienne. Il y a les fonctions régaliennes de diplomatie, c'est-à-dire la capacité de parler au nom du Cameroun vis-à-vis des autres pays dans les relations internationales. Ce sont les fonctions régaliennes. Il y a les fonctions régaliennes de gendarme qui actuellement est dans les mains d'Atangandji, le bandit.
C'est-à-dire c'est un bandit qui est un gendarme au Cameroun, qui est en fait le gage de... C'est lui qui est le Katika, c'est lui qui sépare la bagarre. C'est lui qui est le garant de l'harmonie sociale au Cameroun. Mais il y a surtout, la notion de politique économique. J'allais dire de politique macroéconomique. L'État n'a pas une politique économique surtout, mais ils ont une politique de macroéconomie. Il faudrait partager. Je suis en train de parler d'argent et c'est très très important. Pour que vous sachiez. C'est pour ça que je parle calmement, parce que l'argent ne fait pas de bruit. Pour que vous sachiez la terreur, la violence qu'il y a derrière cet État, la méchanceté qu'il y a derrière cet État, depuis au moins 50 ans. Qu'ils ne veulent pas. C'est une histoire de volonté, de pacte satanique, de volonté à vouloir se pérenniser au pouvoir. Ils ne veulent pas développer ce pays. La politique macroéconomique. La politique macroéconomique est aussi centrée sur quoi? Sur les grands investissements, la politique des grands travaux. Il y a eu quelques grands travaux au Cameroun. Le dernier plus grand travail qu'on a fait au Cameroun, c'était la CAD, avec 3 000 milliards. Combien de pourcentage est parti aux entreprises locales? Tous les matériaux de construction ont été importés. Les gros marchés de construction, c'était les entreprises, les entreprises turques, marocaines, etc. Mais nous, on n'a pas de génie civil, nous, on n'a pas de génie militaire. Quelle est cette chaîne? Quelle est la chaîne des valeurs ajoutées? Je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que même la valeur ajoutée? Je vais vous parler de ça. Quel est l'impact dans le progrès au Cameroun? L'impact dans la croissance du PIB? Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de qu'est-ce que le PIB? Pourquoi ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui va toujours être en déficit et qui va toujours s'endetter? Pourquoi on va dans le gouffre? On va dans le gouffre parce que on ne peut pas avoir des dépenses qui croissent plus que nos recettes. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Il marche sur l'argent. Qu'est-ce que Paul Biya a fait de l'argent, de ses voyages? Il devait continuer à voyager pendant des mois et des mois. La diaspora l'a renvoyé au pays. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait de cet argent? Partagez le direct. Quand on parle des choses sérieuses, les gens ont tendance à fuir le direct. Partagez le direct. Il faut qu'on dise la vérité. Partagez le direct. Maintenant, pour mieux expliquer, je me suis permis de reprendre un texte du professeur Franlin Nyamsi qui était très très bien fait, qui a parlé sur le rapport les perspectives économiques du Cameroun selon la Banque africaine de développement. Ce gouvernement, il faut les jeter dehors. Ce sont des démons. Les performances macroéconomiques et les perspectives. En dépit, je vais lire et au fur et à mesure, je vais expliquer. En dépit des chocs exogènes et de la crise sécuritaire, l'économie camerounaise a enregistré un taux de croissance estimé à 4% en 2019, grâce aux dynamiques du secteur tertiaire et de la croissance de la consommation des investisseurs. Un pays qui puise essentiellement son revenu sur l'extraction des matières premières. Mais quand les matières premières là vont finir, le Cameroun va devenir quoi? Si le Cameroun était le pays comme le Sénégal, qu'est-ce qu'on serait devenu? C'est qu'on n'aurait même pas assez d'argent pour l'éducation.
On n'aurait même pas assez d'argent pour construire les locaux des hôpitaux vides. On n'aurait même pas assez d'argent pour les... Je ne sais pas trop quoi. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la croissance. Pourquoi on dit 4%, on veut dire quoi? 4%, d'où vient, quand on dit qu'il y a une croissance de 4%, ça veut dire quoi? Ça vient de ce qu'on appelle la somme des valeurs ajoutées. Pour designer, pour faire une estimation de l'économie d'un pays. Pour designer, merci Kaolé, pour designer l'économie d'un pays. Ok, super, je vais accélérer rapidement. Pour designer l'économie d'un pays, il faut essentiellement faire ce qu'on appelle créer des entreprises. Et ces entreprises, c'est ce qu'on appelle les chaînes de production. Il faut faire des chaînes de production. C'est-à-dire que lorsque par exemple, les brasseries du Cameroun arrivent au pays, non seulement ils arrivent, mais surtout, ils doivent créer ce qu'on appelle une chaîne de production. Donc, il doit avoir une cascade d'entreprises. Avant les brasseries, il faut avoir une cascade d'entreprises essentiellement camerounaises qui doivent donner finalement les premiers produits aux brasseries pour que les brasseries remuent, mélangent pour donner ce qu'on appelle la bière. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le cultivateur cultive le maïs, ce maïs-là est donné à une entreprise pour égrener le maïs. C'est ce qu'on appelle une matière première. Peut-être que le sac de maïs a été vendu à peut-être 1000 francs. L'entreprise qui égrène le maïs, finalement, vend le sac de maïs à peut-être 1500. Celui qui a égrené le maïs donne à la société de transport. Ils acheminent à Douala. La société de transport vend plutôt le sac de maïs à 2000. Le sac de maïs, finalement, après la société de transport, finalement, qu'est-ce que la société de transport à 2000 à qui? La société de transport vend à 2000 à qui? À une société qui va broyer le maïs. Cette société qui broie le maïs, broie ce maïs et vend le sac à quoi? À 2500 par exemple. À la sortie du sac broyé, peut-être que la brasserie veut essentiellement du maïs humide. Il faut maintenant mélanger avec de l'eau. Et c'est un truc, on donne ça en le marché encore à une autre société et ça passe à 2500. Après 2500, on donne à une autre société, ça passe à 3000. Donc, c'est-à-dire que le maïs qui est sorti des champs à 1000 francs est devenu 3000. Donc, la somme des valeurs ajoutées qui se sont succédées, 500, et donc il y a eu 2000 de valeurs ajoutées. C'est ce qu'on appelle plus tard le revenu national. Le revenu national, c'est-à-dire c'est la somme des valeurs ajoutées. Ça n'a rien à voir avec les investissements. Ça n'a rien à voir avec les investissements. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire le bénéfice de chacun. C'est ce qu'on appelle le revenu national. Et l'ensemble des revenus de chaque entreprise, c'est ce qu'on appelle le produit national brut. Maintenant, pourquoi c'est national? National, pourquoi? Parce que finalement, l'économie est un peu biaisée parce qu'on ne tient pas compte de l'apport de l'étranger, des investisseurs étrangers. Donc, on ne va peut-être pas tenir compte de l'apport de la brasserie. On ne va peut-être pas tenir compte du fait qu'il y a les banques, par exemple, françaises vont renvoyer l'argent dehors. On ne va pas tenir compte du fait, par exemple, que comme les produits, comme par exemple quoi encore, la Camrail va envoyer l'argent dehors. Non, c'est pour ça qu'on dit national. Mais ça, c'est une mauvaise conception de l'économie. Parce que la balance commerciale fait que si on se tient seulement sur cet agrégat de produits nationaux bruts, on n'aura pas une vraie perception de l'économie parce que l'économie sera prise seulement sur le plan national. C'est pour ça qu'on parle maintenant de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire on fait la différence entre les produits importés et les produits exportés. Donc on tient compte de la production des Camerounais à l'extérieur qui renvoient leur argent au pays et de la production des expatriés à l'intérieur qui envoient leur argent à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on arrive rapidement au produit intérieur brut. Et le seul produit intérieur brut, c'est la croissance d'une entreprise. Quelle entreprise au Cameroun fait du bénéfice? Quelle entreprise au Cameroun fait du bénéfice en macroéconomie?
Aucune. 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 Quand on dit 4%, 4% là, en réalité, c'est quoi? C'est Paul Biya qui pille, qui prend le bois, au lieu de faire la succession d'entreprises pour la transformation de bois, pour que le bille de bois qui sort peut-être, qui doit valoir peut-être 1 million ou 2 millions, pour qu'on transforme, pour que ça soit finalement vendu peut-être au blanc à 20 millions, de 2 millions pour que ça soit vendu à 20 millions pour avoir, ou bien 22 millions pour avoir un bénéfice de 20 millions en termes de succession de valeur ajoutée. Paul Biya prend ce billet de bois et il l'envoie directement à l'étranger. Il dit que non, la population ne doit pas créer des entreprises successives. Il ne doit pas faire ce qu'on appelle la chaîne de valeur ajoutée pour constituer ce qu'on appelle une croissance du PIB. C'est pour ça que le PIB est bloqué à 4%. Ici aux États-Unis, si on dit que le PIB est bloqué à 4%, c'est exceptionnel pour un État industrialisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà créé toutes les possibilités de chaînes de valeur ajoutée. Ils ont déjà créé tout, donc l'économie est saturée en termes d'idées, en termes d'innovation. Ils ont déjà saturé, donc ils sont seulement en train de vivre un peu au jour le jour. Donc c'est saturé. Alors, donc, pour les pays qui n'ont rien, pauvres, qui n'ont encore rien développé en termes d'infrastructures, en termes de progrès économique, 4% c'est du grand n'importe quoi. 4% c'est les cacahuètes à l'échelle d'un pays. On va faire quoi avec les bénéfices de 4%? Tu fais du commerce, tu ne fais pas de l'industrie. Tu fais du viol de la nature, du viol des ressources du Cameroun. Tu fais du braquage des ressources du Cameroun. Tu fais du braquage de la population. Tu fais du braquage des zones. Tu fais du braquage du pétrole. Tu prends le pétrole, tu vends directement à l'extérieur. Alors que en faisant un processus de chaîne de fabrication, d'ajout de valeur ajoutée, de valeur ajoutée en valeur ajoutée, j'achète ici, en gros, je vends à l'autre. L'autre reprend, il transforme un peu, il vend à l'autre. L'autre reprend, il transforme un peu. C'est comme ça que les chaînes de valeur ajoutée s'ajoutent. Et ce qui finit par devenir ce qu'on appelle le PIB. L'année prochaine, il faut que le PIB croît. Peut-être de 10% ou 15%. C'est ça qu'on appelle les économies dynamiques. La Chine, au départ, ça fait même pas 20 ans, la Chine était comme le Cameroun. Ils avaient les valeurs, ils avaient les progrès quand ils ont maîtrisé les techniques, quand ils ont de face avec leur diplomatie d'espionnage, ils ont pris le savoir-faire, la technologie. Ils ont mis des séries de chaînes de valeur ajoutée qui ont développé leur économie en très très peu de temps. Ils avaient les croissances de 20%. On ne prend pas les matières premières en Chine, on va à l'extérieur. Jamais. On transforme d'abord. Ça, c'est le minimum. C'est pour dire que c'est la mauvaise foi. C'est la méchanceté du président. C'est le manque de vision, le manque de leadership. Qu'ils prennent les matières premières. Au lieu de les transformer, ils les vendent directement à l'extérieur. Ils prennent dès qu'on extrait la bauxite, on vend directement. À l'UQAM, de peu on devait fermer à l'UQAM. À l'UQAM, c'est juste une entreprise budgétivore. Mais c'est parce que les Français ne veulent pas consommer l'électricité pour fondre les métaux. Qu'ils font fondre les métaux à l'UQAM pour consommer l'électricité qui aurait pu servir pour l'éducation, pour la lumière et donner à nos enfants pour qu'ils étudient avec. Les Français disent que non, ça va nous coûter trop cher. Travaillez ça d'abord chez vous là-bas. Travaillez ça d'abord chez vous avant de nous envoyer. C'est pour ça qu'ils ont même accepté qu'à l'UQAM transforme un peu. Sinon, même à l'UQAM, là, on aurait fermé depuis. Quel est le transfert de technologie que le Cameroun reçoit? Quel est le transfert de technologie? Lorsqu'on donne un marché, par exemple le marché des stades, quel est ces étudiants en génie civil qui ont dit qu'ils ont reçu une quelconque formation, un transfert de technologie? Des logiciels à utiliser gratuitement, des nouvelles techniques de design, de calcul, peut-être des résistances de poutres et conso. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que
Il n'y a pas d'espoir en ce leadership. Ils ont dit que ceux qui veulent investir au pays. Mais tu vas venir investir lorsque on ne va pas garantir tes investissements, lorsqu'il y aura des tracasseries, tracasseries policières, tracasseries judiciaires. On va vouloir que tu entres dans la secte, dans le parti au pouvoir, que tu te prostitues pour que tes choses marchent bien. Non, il ne faut pas faire, il ne faut surtout pas faire ça. Toutefois, la croissance économique observée n'a pas été suffisamment inclusive pour développer le capital humain. Effectivement, ce capital humain, c'est quoi? Ce sont les chômeurs. Ce sont les chômeurs. Le capital humain, c'est quoi? C'est la masse de la population. C'est une masse de jeunesse qui veulent travailler. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes bottent les fesses de ces dictateurs dehors. Il faut qu'ils bottent les fesses de ces dictateurs dehors. Ils vont toujours continuer à chômer. J'ai expliqué hier que l'État n'embauche que 2000 personnes chaque année. Et ils vont embaucher comme ça maximum 60 000 sur 30 ans. Maximum 60 000. Et on est plus de 30 millions de population. Et les gens qui sont en âge de travailler là, c'est au moins 17 millions. 17 millions minimum. Ça veut dire qu'on va faire comment? 17 millions, on va faire comment d'eux? Il va falloir qu'on botte leurs fesses dehors. Le taux d'inflation. Le taux d'inflation. Parlons-en. L'inflation, c'est quoi? Lorsque tu mets ton argent en banque, si la croissance du taux d'intérêt qu'on te donne en banque est en dessous du taux d'inflation, c'est que tu es en train de t'appauvrir, même si tu as des millions en banque. Le taux d'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation artificielle des prix sur le marché. C'est-à-dire que la boîte de riz, qui avant coûtait 25, maintenant c'est déjà 150. Ça coûtait 25 dans les années 86, 86, 90. Aujourd'hui, ça coûte 150, peut-être voire 200. Ça veut dire qu'en peu de temps, il y a eu une inflation en moins de 10 ans, 20 ans. Il y a une inflation de plus de 800%. Ton argent que tu as mis en banque ne peut plus, et si ça pouvait acheter 20 sacs de riz, aujourd'hui ça ne peut qu'acheter que 4 sacs de riz. Ça veut dire que tu es devenu pauvre. Mais le taux d'inflation ça ce n'est pas moi qui dis. Hein. Ce n'est pas moi qui dis. Le taux d'inflation en 2019, c'est au moins 2,4%. C'est-à-dire, ça a déjà bouffé toute la productivité de tout le Cameroun. C'est-à-dire que la croissance du Cameroun, c'est-à-dire la production de valeur au Cameroun, c'est-à-dire la capacité que le Cameroun soit devenu riche. Ce taux d'inflation-là a déjà bouffé. Ça veut dire que, imagine-toi, on te fait une augmentation de salaire. Par exemple, tu travailles, on te fait une augmentation de salaire peut-être de 20%. Ah! Alors, tu pars sur le marché, tu dis que tu es trop fier. Tu vas sur le marché. Tu te rends compte que les prix ont augmenté de 20% ou de 25%. À quoi te sert l'augmentation de 20% des salaires quand les prix sur le marché ont augmenté de 25%? Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Ça, c'est les caractéristiques d'un pays en faillite. Il faut botter les fesses de ces gens dehors. Il faut botter les fesses de ces gens dehors. Les économies stables. L'inflation est contrôlée et en dessous de 1%. Si la croissance est de 10%, l'inflation ne se retrouve pas plus de 2%. C'est ça les caractéristiques d'un pays en faillite. C'est ça. Il n'y a pas d'investissement. Comment vous voulez créer de la valeur ajoutée sans investissement? Je vous ai dit ce qu'on appelait valeur ajoutée. Je vous ai expliqué ce qu'on appelle PIB. Et PIB, c'est un terme macroéconomique de calcul.
macroéconomique, mais je vous ai expliqué ce qu'il y avait derrière comme formule. C'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises de production. Quand il y a entreprises, même les personnes individuelles, même les Balam Salam, c'est tout ça, toute la production, même l'État pris individuellement, parce que l'État dégage des bénéfices, il dégage un salaire, il dégage une plus-value en termes de regroupement, de collecte. Par exemple, de la taxe sur les valeurs ajoutées, la taxe sur la productivité. C'est ça qui fait encore de la productivité. Mais ce pays-là est en faillite. Le PIB que vous voyez, c'est juste un agrégat économique, c'est un nom ronflant. Mais c'est la créativité qui est derrière. Ça n'a rien à voir avec les investissements. Ça voudrait dire que pour créer des bénéfices, il faut investir. Il faut investir. Et les investissements se trouvent où? On investit dans quoi? Comment? L'État, c'est l'État qui est garante de la politique d'investissement d'un pays. On investit sur des infrastructures. Sur des infrastructures communes, comme les routes, comme les hôpitaux. Je suis inquiet de savoir que je vais par exemple faire ma plantation en Djombe. Et les gens vont venir travailler. Ils vont, après 10 ans, ils auront gagné en expérience. Ils auront une productivité optimale. Mais s'ils tombent malades, ils meurent. Or, peut-être que mon investissement sur ma plantation que je vais faire, par exemple, comme la plantation que l'investisseur voulait faire dans la vallée du thème, le bénéfice, ça sera à partir de la 20e année. Après 15 ans, où les employés sont les plus optimales, ont eu l'expérience, je les ai formés, j'ai investi en formation, ils commencent à en tomber malades. Ils ne peuvent pas aller se soigner. Est-ce que je vais atteindre mes prévisions de bénéfices de 20 ans? Non! Ils vont mourir. Je serai obligé de les remplacer par des gens incompétents, pas formés encore, et plus jeunes. Il va falloir encore prendre le temps. Et ça va encore faire de 20 autres nouvelles années. Qu'il va falloir pour moi attendre avant d'avoir finalement le bénéfice. On va où? C'est pour ça que c'est de la responsabilité de l'État d'investir dans les hôpitaux. C'est de la responsabilité de l'État d'investir dans l'éducation pour qu'on prenne des gens déjà un peu semi-professionnels, semi-compétents au moins. Peut-être pas 100% compétents, mais au moins semi-compétents, dont l'éducation est proche des besoins des entreprises. Mais il y a quelle politique au Cameroun qui tient compte des besoins des entreprises, qui tient compte des enjeux nouvelles dans la création de valeur, dans l'innovation, dans l'innovation technologique, l'innovation du web. Parce que toutes les économies aujourd'hui sont centrées autour de l'Internet. Même les entreprises aujourd'hui sont pilotées à distance, en utilisant Internet. On démarre les moteurs aujourd'hui en faisant un clic sur un clavier, sur un site Internet. On démarre les centrifugeuses. C'est ça l'innovation. C'est ça l'investissement. L'État n'investit pas. L'État n'investit pas sur les routes. On fait comment pour faciliter, pour réduire les coûts des gens qui prennent le risque d'investir. Parce qu'investir, c'est un risque. Parce que quand on investit à titre personnel, on peut perdre de l'argent. Il faut réduire le risque d'investissement. En faisant des routes, l'État ne fait pas de routes. On fait comment pour investir? Ils ont dit, venez investir au Cameroun. On vient investir au Cameroun sans garantie, sans réduire les risques d'investissement. Comment? Cet État-là, il faut le botter dehors. Il faut les botter dehors. Il faut botter leurs fesses dehors. Partagez le direct. Ça, c'est un direct technique. C'est pour ça qu'il faut parler doucement, pour que les gens comprennent. Il faut investir. Investir où? Investir aussi dans les institutions. J'achète un terrain, la valeur d'une thème. Le monsieur de la valeur du thème, c'est certainement, il a pris des prêts ici aux États-Unis. Il a contacté des prêts dans les banques asiatiques. Il est venu. Il a eu l'agrément du gouvernement. La promesse du gouvernement. Pas une promesse à ce qu'on appelle gentleman agreement. Non. Une promesse écrite. Encadrée par la loi. Il vient, il commence à implanter l'entreprise. On lui dit que ce n'est plus valable. Pour des fonds, sur des arrière-pensées politiques et tribales. Mais comment ça va pousser les gens à investir? Mais ce gouvernement, il faut botter leurs fesses dehors.
Comment on va investir quand vous ne pouvez pas investir dans les institutions pour garantir la liberté, la justice? La justice est pour protéger le bien des investisseurs, pour que la loi protège le bien des investisseurs, que la loi soit non partisane, soit non tribale, que la loi soit la plus générale possible. La loi, ce n'est pas l'harmonie sociale, n'est pas une harmonie forcément locale, c'est aussi une harmonie nationale. Est-ce que les gens de la vallée du Thème n'allaient pas embaucher les personnes locales? Est-ce que la vallée du Thème n'allait pas payer les impôts pour qu'on fasse une redistribution nationale, qu'on reconstruise l'extrême nord? C'est aussi ça. Mais ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de démons. Il faut botter le fesse dehors. Il faut botter le fesse dehors. Il creuse les inégalités. C'est une justice des puissants. C'est une justice des puissants. C'est une justice c'est une justice en fonction des personnes. Fozo Victor de son vivant avait fait le don de 1 milliard. L'État n'avait jamais demandé les impôts sur les 1 milliard donnés à l'église catholique. Il est mort. L'État maintenant voit que il faut maintenant qu'il taxe les 1 milliard. Les 1 milliard sur le don de Fozo qui est sur plusieurs années budgétaires en arrière. C'est quoi? C'est une justice à... Il cherche, c'est une justice sélective. C'est une on te frappe de façon, on va investir comment? Comment on va investir? Il n'y a pas l'égalité dans la justice. Amadou Belinga, il est venu déproprier des descendants de monsieur qui avait acheté ses terres pour construire son empire de corruption et de son empire médiatique. Ça c'est une fausse justice. Ça ne protège pas les investissements. Il ne faut pas aller dans un pays comme ça investir. Non, mieux vaut tu ne partages l'argent et vous restez tranquille. Il faut que l'État puisse investir non seulement dans les infrastructures, mais investir aussi dans l'éducation, mais surtout dans les institutions. Garantir une justice équitable. Il faut botter leurs fesses dehors. C'est de ça dont il est question. Il faut que la justice, que l'État investisse dans une police qui n'est pas corrompue. Que l'État investisse dans la défense, c'est-à-dire dans l'armée. Une armée qui protège les ennemis de l'État du Cameroun, les ennemis extérieurs, pas les ennemis intérieurs. Tout ce qui est ennemi intérieur, c'est une histoire politique. C'est une histoire politique. S'il y a les vérités politiques derrière, il y a des arguments politiques, asseyons, nous discutons. Parce qu'on ne peut pas aller investir dans un pays où l'État n'est même pas fort. C'est-à-dire l'armée n'est pas forte pour pouvoir sécuriser l'État. L'État, si l'État est responsable, sécuriser l'État contre les velléités, contre certaines menaces, directes ou indirectes. On a vu la pandémie du coronavirus ici aux États-Unis. On a vu ce que les militaires ont fait à New York. On a vu ce que les militaires font en Chine. C'était une menace extérieure, une menace biologique, bactériologique. On a vu l'armée du Cameroun. Mais c'est une armée, c'est du pacotille. C'est du pacotille. L'État est incapable. Cet État-là, il faut les botter leurs fesses dehors. C'est un État vorace, un État criminel. C'est une bande organisée. D'élites mafieuses. Qui n'ont aucun... En fait, cette armée-là, ce sont les gardes personnels des individus. Ce n'est pas une armée nationale. C'est les gardes personnels des individus. Ils protègent les individus, ils ne protègent pas la patrie. Et ils ne peuvent pas garantir les investissements des investisseurs étrangers ou nationaux. On a fait quoi des investisseurs de la CDC? Tout le pan d'économie au nozo. Mais ils sont dessus aujourd'hui. Et il y a même
Il y a même les francophones, beaucoup de francophones ont payé des terres, des maisons qu'ils ont mis en location. Depuis 4 ans, ils sont incapables de prendre les machins. Il y aura des guerres civiles qui sont en train de se propager de par de l'irresponsabilité de ce gouvernement. Le fait de prendre une partie de la population, dire qu'ils viennent aider l'armée. Vous prenez un groupe tribal comme les Bororo, vous les mettez comme le premier maillon du renseignement de l'armée. Pour les représailles contre, par exemple, les sécessionnistes anglophones. Mais ça veut dire que vous êtes en train de faire du conflit qui était linguistique, qui était politique, vous êtes en train de faire un conflit tribal. Parce qu'il y aura des vengeances à caractère tribal. On a vu les vengeances intercommunautaires au Nozo. Parce que c'est l'armée, c'est la politique nationale qui est derrière ça. Il faut arrêter. C'est les germes de la guerre civile. Si vous dites que l'armée n'est pas tribale, ok. Mais ne prenez pas ne montez pas les entités ethniques contre les guerres politiques et idéologiques. Sinon, c'est que ça va devenir quoi? Ça va devenir un conflit tribal. Et c'est le génocide. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu à quoi? On est rendu aux machettes. Il faut que cet État-là arrête. Ils ont été incompétents sur le plan macroéconomique. Il faut qu'on se le dise, c'est la vérité. Partagez le direct. Quand on parle d'argent, il faut être calme. Quand on parle de macroéconomie, il faut être calme. Mais maintenant, certains vont me dire, hey, mais est-ce que la croissance veut dire quoi? On a vu les pays où les croissances élevées, comme le pays, en Côte d'Ivoire, ils ont frôlé les 8% de croissance en PIB. Et il y a eu la Chine qui a eu frôlé les croissances en PIB vraiment de 20% au départ et on ne voyait pas très bien le progrès, machin truc. J'en conviens. J'en conviens. Mais il continue à investir dans les infrastructures, qui est le capital de l'idée d'entrepreneuriat. Si je veux faire dans les plantations, j'ai voulu même faire dans les plantations au centre. Mais j'ai été découragé. Moi-même, à titre personnel. J'ai été découragé. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé dans la vallée du Thème. J'ai maintenant voulu faire quoi? Changer d'activité. Je me suis encore intéressé dans un pan au niveau du sud. J'ai été bloqué par quoi? Par les infrastructures pour l'acheminement de mes productions. Parce que ça va gonfler les chiffres. Ça va gonfler les chiffres d'investissement. Ça va réduire mon bénéfice. Ça va augmenter les délais de livraison. C'est comme ça qu'en entrepreneuriat, on pense. Et j'ai laissé tomber. Au Nozo, je n'y ai même pas pensé. Parce que ça ne sert à rien. Je ne connais pas quand est-ce que la guerre va finir. Quand est-ce ce régime incompétent va comprendre qu'ils ont perdu la bataille et qu'il faut s'asseoir pour discuter. Donc, ce n'est pas la peine de penser. Donc, c'est les potentialités d'investissement, les potentialités de croissance, les nids de développement au Cameroun qui s'effraient, qui tombent à l'eau, qui découragent les investisseurs. C'est de ça dont il est question. C'est vrai que la croissance de PIB ne garantit pas forcément les investissements même. Mais la croissance du PIB n'est pas seulement une croissance de la production de l'État. C'est aussi une croissance des individus pris singulièrement, de la libre entreprise pris singulièrement, des balancelams pris singulièrement. N'oubliez pas qu'il y a les taxes sur les valeurs ajoutées qui constituent aussi une croissance en PIB. Ça veut dire quoi? Par exemple, au Japon. Au Japon, l'État japonais s'enrichit et s'endette. Mais les Japonais, individuellement, deviennent de plus en plus riches. Les Japonais deviennent de plus en plus riches et l'État devient de plus en plus pauvre.
Et le PIB ne fait que ça augmenter. Comment se fait-il que l'État, et je vais vous expliquer ça en macroéconomie, en langage macroéconomie, comment se fait-il que vous allez penser qu'il y a des paradoxes, mais ce n'est pas de paradoxe. Qui a bien compris les définitions que j'ai énoncées, la différence entre les investissements et le bénéfice, va comprendre qu'il n'y a pas de paradoxe dans ce que je dis pour le cas japonais. Comment se fait-il que, au Japon, pendant que les Japonais pris individuellement deviennent riches, l'État devient pauvre, de plus en plus pauvre. Pendant que l'État devient de plus en plus pauvre, les Japonais pris individuellement deviennent de plus en plus riches. Est-ce que c'est un paradoxe? Et pendant ce temps, le PIB ne fait que croître, ne fait que de plus en plus croître. Parce que il faut que je reprécise. L'État, sa fonction est de l'investissement. De l'investissement. Tu investis, mais la croissance ne revient pas seulement, ne sera pas du bénéfice de l'État. Donc l'État peut continuer à être pauvre. Parce que l'État peut s'endetter. L'endettement n'est pas le problème au Cameroun. C'est ce qu'on fait de l'endettement qui est un problème au Cameroun. Et au Cameroun, même, on ne s'endette pas assez. Et de toute façon, même s'ils voulaient s'endetter en ça, on ne va pas donner. Parce qu'ils sont irresponsables. Au Japon, et maintenant, les endettements du Japon et du Cameroun sont différents. Au Japon, l'État s'endette auprès des Japonais. Parce que les Japonais ont beaucoup d'argent dans les banques. Les Japonais ont beaucoup d'argent dans les banques. Pourquoi les Japonais sont riches? Parce que l'État a mis des infrastructures. S'endette toujours pour construire des infrastructures, pour construire des routes, pour construire des avions, pour construire des métros. L'État s'endette toujours. Et l'État s'endette auprès de qui? Auprès des Japonais eux-mêmes, parce que les Japonais sont riches. L'État prélève moins d'impôts au Japon. Quand tu prélèves moins d'impôts à la population fait quoi? La population a beaucoup plus d'argent. La population peut dégager plus une marge pour les risques en termes d'investissement. Quand on réduit les impôts, normalement, dans les pays où que les institutions sont bien faites, ça incite à la création d'entreprises. Il faut botter ces dictateurs, ces incompétents. C'est le central Paul Biya, dehors. Il faut botter ses fesses dehors. L'État japonais, et l'État japonais est le plus stable au monde. Ils sont pauvres, mais ils sont stables. Pourquoi ils sont stables? Ils sont stables, pourquoi? Parce que même la dette de l'État japonais, c'est une dette intérieure. C'est une dette intérieure. Et les citoyens prêtent à l'État, pourquoi? Les citoyens prêtent à l'État parce que les citoyens ont confiance à l'État. Les citoyens prêtent à l'État, pourquoi? Les citoyens prêtent à l'État parce que l'État est permanent et perpétuel. L'État ne meurt pas. Et on peut changer d'homme politique. Mais la vision de la société, le sentiment du nationalisme est plus grand. Finalement, l'État devient, dans le sens macro, vraiment macro, l'État devient le peuple. Parce qu'en réalité, c'est ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de façon souveraine, l'État, le Japon, c'est un État indépendant, financièrement, monétairement. C'est un État indépendant et stable financièrement. Parce que tout calcul fait, l'État ne doit quasi rien, ni aux individus extérieurs, ni aux États extérieurs. Les balances commerciales ne sont pas négatives au Japon. C'est ce qu'on appelle les politiques de macroéconomie au Japon. L'État, ce n'est pas un individu. Donc l'État peut toujours prêter à la population, mais au moins investir pour susciter la créativité d'entreprise, d'entrepreneuriat, pour réduire les risques d'investissement auprès des individus, des citoyens de son État. Et c'est ce que le Paul Biya est incapable de faire. C'est ce que l'État est incapable de faire. C'est pour ça que l'État a échoué. Donc vous comprenez bien que le PIB est différent. Et le PIB au Japon croît. Bien que le PIB généralement des pays développés est saturé parce qu'il n'y a plus vraiment d'endroit où investir. On a saturé les prises de terre. Les contrats pour cultiver sont déjà sur des générations et des générations. Donc maintenant, c'est qu'ils sont passés à l'économie numérique, c'est-à-dire à une économie virtuelle. Parce que physiquement, ils ont fini avec la création de valeurs virtuelles.
Ils sont maintenant dans la création de valeurs imaginaires. Imaginaires, virtuelles. Pour dégager une croissance de leur PIB, même si c'est de 1%. Même si c'est de 0,5%. C'est une croissance super dynamique pour des pays super industrialisés et super développés. Au Cameroun, rien n'est produit. Rien. Tu passes partout. Oh, les ordures sentent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut faire une création de valeur juste dans la gestion. Même une entreprise privée peut dire que je veux gérer la gestion des déchets ménagers au Cameroun. Et c'est une activité rentable. Mais, où sont les routes? Où sont les routes pour acheminer ça? Où est la politique agricole pour transformer en matière, en engrais, en produits fertilisants? Même la brasserie du Cameroun n'achète pas son maïs au Cameroun. Ils importent le maïs. Vous ne trouvez pas ça illogique? Mais le maïs de melon, ça va arriver comment facilement à Douala sans les tracasseries? Sans les policiers, les mange mille. Ça va arriver comment? Sans les accidents de la route, les camions qui se renversent à l'extrême nord, au nord, partout. Ça va arriver comment? C'est les politiques macroéconomiques. Vous allez me dire, ah oui, le PIB. Oui, mais on peut dégager un bénéfice. Le PIB, là, le bénéfice que dégage le PIB, ce n'est pas pour l'État. C'est l'ensemble des bénéfices des individus pris individuellement qui font le PIB d'un pays. Quand on dit que le PIB du Cameroun est de 4%, les gens croient que c'est l'État. Ce n'est pas l'État, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et toi, tu as travaillé quoi? Ça veut dire que toi, si tu deviens riche, si ta richesse se multiplie sur l'année de 25%, ça veut dire que l'État est en train de manger dans ton argent, est en train de t'appauvrir. L'État est en train de freiner ton dynamisme. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que beaucoup de gens ne travaillent pas, beaucoup de gens n'apportent pas l'effort de guerre pour le développement du pays. Donc tu vois comment les individus, ta famille sont des censures pour ton progrès. Puisque si tu crois à de 25% et tes investissements, par exemple, ne croissent pas de 25%, mais ça veut dire que le pays va mal. Donc même si tu es riche, même si tu penses que tu es riche dans ton petit cerveau, il faut sortir pour marcher, pour botter le satrape dehors. Même si tu as mis l'argent en banque et que tu vois finalement que cet argent ne croît pas plus vite, tu n'as pas un taux d'intérêt qui dépasse le taux d'inflation d'un pays. Ça veut dire que tu es en train de t'appauvrir. Il faut sortir pour botter le satrape dehors. Parce que tu es en train de t'appauvrir. Ton argent que tu as dans le prix du terrain augmente plus vite que l'argent que tu as mis en banque. Il faut sortir pour botter le satrape dehors. C'est ça, l'éducation macroéconomique, les conceptions. Il faut qu'on explique ça aux gens. Je veux vraiment que les gens, il faut expliquer ça aux gens. Le PIB, l'agrégat macroéconomique qu'on appelle PIB, produit intérieur brut, n'est pas l'agrégat ultime de dimensionnement de la santé économique d'un pays. Certes, j'en conviens. C'est pour ça que les économistes, des socio-économistes ont créé un autre agrégat qu'on appelle IDH, l'indice de développement humain. Mais l'IDH, c'est quoi? L'IDH, c'est plus un agrégat non seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire quoi? Ce que vous faites de votre PIB. Parce que si on tient seulement compte de PIB, on ne peut pas justifier les carences économiques de plusieurs pays. À PIB égal, qu'est-ce qu'on fait pour dire que tel pays est meilleur que tel pays? On a inventé, on a conceptualisé un autre agrégat macroéconomique qu'on appelle IDH, indice de développement humain. Le taux d'analphabétisation au Cameroun est de combien? Mais oh non, c'est 80%. À l'extrême non, c'est 90% le taux de scolarisation. Oh non, le taux d'analphabétisation, oh non. Le taux d'analphabétisation, oh non, est de 90%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu pars au non, à l'extrême non,
Si tu prends, même sur 10, sur 10 entités qui représentent les institutions du Cameroun, si tu vas dans 9 entités, tu vas voir des gens analphabètes qui vont te servir, les services administratifs. Ou alors, ils seront obligés de remplacer ces services administratifs par les gens qui viennent du sud. Les Boulous, les Bamileke, les Bassa, les machins trucs. Alors que les nordistes sont là, ils ne foutent rien. Ils attendent le concours de l'armée. C'est ce qu'on appelle l'impact de l'analphabétisation dans une région. Mais c'est criminel. Il faut que les nordistes se lèvent pour botter le satrape dehors. Mais c'est pour ça que le Cameroun peut avoir même un budget national plus élevé que par exemple le Tchad ou la Centrafrique. Mais la Centrafrique a un meilleur sentiment, une meilleure perception d'une qualité de vie qu'au Cameroun. C'est pour ça que les socio-économistes, les socio-macroéconomistes ont eu raison de créer un nouveau agrégat économique qu'on appelle l'indice de développement humain. Le taux de scolarisation au nord est de combien? Ou est à l'extrême nord? Ma grande sœur, paix à son âme, était institutrice à Garoua. Elle connaissait des collègues de service jusqu'à Maroua. Mais c'est la calamité. Elle distribuait les bonbons aux enfants. Pour que les enfants ne partent pas en mariage. Au cours élémentaire 1. Au CP 1. Pour que les enfants fassent bras de fer avec leurs parents. Pour venir à l'école. Elle était obligée de distribuer des bonbons. Oh, Cameroun. Elle distribuait des bonbons. Je vous assure. Mais c'est grave. C'est grave. On est tombé bas. Il va falloir que les nordistes se lèvent. Il va falloir que les nordistes se lèvent. Nos parents. Mais ils ont cultivé. Et ils ont cultivé avec les outils, même mécaniques et archaïques. Nos parents ont cultivé, même certains venaient au champ avec les animaux. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, même pour mettre en scène un bœuf et retourner les terres, nous on est incapable de le faire. On est incapable d'investir dans les bœufs pour travailler, pour retourner les terres. Comme dans les années 1400 ou bien 1300 ou 1200 ici aux États-Unis. J'ai dit 1380 ou bien 1574 ici aux États-Unis. On retournait, je vais dire, plus de 7 siècles en arrière. Plus de 7 siècles en arrière. Ici aux États-Unis, on retournait déjà les terres avec les animaux. Au Cameroun, nous n'avons pas encore se casser les dos. Paul Biya achète des tracteurs. Il abandonne ça. Mais c'est le mauvais cœur. Mais il faut botter les satrapes dehors. C'est le mauvais cœur. L'IDH tient aussi en compte quoi? Le taux de mortalité. Le taux de mortalité en Afrique, le Cameroun est le plus élevé. Le taux de mortalité, les jeunes meurent. Le taux de natalité, les femmes meurent. Les enfants meurent sur les lieux d'hôpitaux. Rappelez-vous de Koumatekel. Rappelez-vous. Mais quel est ce pays de démons? Ces ministres n'ont pas pitié. C'est ce qu'on appelle l'IDH. Parce que la croissance en PIB, ou bien le PIB en valeur absolue, ne justifie pas forcément que l'argent va aux bons endroits. Mais ça dégage de la richesse. Mais ces richesses, malheureusement, sont détournées par des hommes politiques. En tout cas, pour ce qui est de l'État.
Pour ce qui est des particuliers, le bénéfice qu'ils dégagent, ils ont peur d'investir. Parce qu'il n'y a pas la liberté d'entreprendre. L'État ne peut pas garantir l'initiative privée d'investissement. C'est ce qu'on appelle les carences en macroéconomie. Le manque de politique d'investissement de ce groupe, le manque de vision, le manque de leadership, la méchanceté, la cupidité, la vanité des hommes politiques au Cameroun. Il faut botter leurs fesses dehors. Ils n'ont plus rien à apporter. Ils n'ont plus rien à apporter. Le taux de suicide au Cameroun s'est multiplié. C'est multiplié par 4. Même le Bénin, même les pays les plus pauvres, même la Somalie, les nouveaux pays qui viennent de s'élever, même les pays tels que qui venaient de sortir, même le Libéria est déjà devant nous. En termes de qualité de vie. Mais quel est ce pays? Où tout un pan de l'économie nationale, c'est une économie d'extraction. Dès qu'on extrait quelque chose, on vend directement. On vend directement. Bientôt même, ils vont vendre mais on parle même bientôt, ça se fait déjà. Dès qu'on vient te dire que quand Total vient faire son bazar, on dit que bon, il y a le pétrole ici là. Les Camerounais disent non, ça ne sert même à rien de sortir le pétrole là hein, et de quantifier. Tu as combien? Tu as combien? Je vends le pétrole dans le sol, j'ai que moi sur l'affaire. Donc il n'y a même pas de transfert de technologie. Mais les enfants comme nous on accouche tous les jours là, ils vont travailler où? S'il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas de chaînes de valeur ajoutée, des chaînes d'industrialisation, à partir d'un segment de l'économie tertiaire. C'est vraiment le cœur léger, franchement. Mais du dégoût de ces hommes politiques que je m'exprime. Et c'est pour ça que je dis, levez-vous pour le chassement. Levez-vous. Ensemble, on pourra. C'est un long direct, épuisant. Mais il était important que je précise. Je précise. Mais, si on demande à un Camerounais, est-ce que tu as le sentiment d'être en santé? Mais 90% des Camerounais vont dire que non, mon frère, je tombe malade même 4 fois par jour. Tout le monde est malade au Cameroun. Malade physique, pas de machin, tout. Les maladies ne disparaissent pas. C'est terrible. Ça, c'est ce qu'on appelle les l'IDH. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir peut-être pris le temps de dire de certaines personnes. Mais, anyway. Moi, je l'ai dit de toute façon. Le taux d'audience des directs ne compte pas. Chacun son direct. Que chacun son direct. Que chacun parle. C'est même une prière. C'est même une prière. Que chacun fasse son direct. Que chacun écoute. On s'en fout du taux d'audience. Que chacun dise son mal-être. C'est aussi ça aussi à ça que consistent les directs olympiques du chassement. Il n'y a pas que quelqu'un va venir sur le direct de l'autre regarder la télévision. Que chacun de vous prenne des initiatives. Que chacun de vous prenne des initiatives. Il faut botter ces... Ils n'ont rien à... On est tellement en arrière. On est tellement déçus. Il y a tellement de misère. Même les gens qui pouvaient investir préfèrent que l'argent dorme en banque. Même si ils deviennent pauvres de plus en plus, comme moi j'ai expliqué. Mais ils préfèrent encore. Parce que aller investir, le taux est encore, le risque est encore plus grand. Ils préfèrent même garder l'argent chez lui, que les bandits viennent me prendre. Parce qu'aller investir, le taux est encore plus grand de devenir pauvre. Tu vois à quel niveau les gens les potentiels investisseurs se sont mis. Nous, la diaspora, les gens de la diaspora ont l'argent plein dans les banques. Mais ils ne font rien avec. Même les cousins, ils ne donnent pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas confiance aux cousins, mais c'est parce que lui, dans la tête des gens éduqués de la diaspora, ils savent que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Outre même que la malhonnêteté de certains Camerounais ou de certains individus, mais il y a même des infrastructures qui ont un frein. Il y a des tracasseries pour les policiers. Mais tu peux investir dans quelque chose comme les poules. Et peut-être qu'en Banga ou en Penja ou à Loup pour aller vendre à Douala. Mais le gestionnaire de ton activité peut t'appeler et te dire que la police les mange mines ont pris 30% du bénéfice quand ils rentraient.
Mais c'est possible au Cameroun. C'est possible. Donc ça dégoûte au niveau des investissements. Donc il faudrait partager le direct. Et merci énormément de m'avoir suivi. Salut Amand de Brignac. Salut, bienvenue. Salut Jacques Tuanan. Salut Karine Twente. Fanalbi, salut. Franck, salut. Salut à tout le monde. Donc, c'était un peu ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire, et là-bas, a essayé même dans ce rapport de minimiser, parce que le Cameroun corrompt tout le monde, là-bas a essayé même de minimiser même le gouffre dans lequel se trouve le Cameroun, parce qu'ils ont certainement été corrompus, même malgré ça, le rapport est tellement alarmant sur la situation du Cameroun. C'est tellement alarmant et désespérant même. Sortez. Le 22, c'est le chassement. Il faut sortir. Faites-vous arrêter. On s'en fout. Exploser les prisons, on s'en fout. Sortez, faites quelque chose. Faites quelque chose de votre vie. Soyez de l'audace. Ayez de l'imagination. Ayez de la créativité dans vos sorties, dans vos démarches, dans le chassement. Manifestez vos colères partout, avec tous les moyens légaux. Manifestez vos colères. Les marches sont garanties par la Constitution du Cameroun. Ces petits tintins qu'ils veulent nous intimider là, c'est nous qui écrivons ces constitutions et ce sont eux qui appliquent. Et nous, on peut dire que vous appliquez mal parce que nous, on sait ce que nous avons écrit dans cette constitution. Donc, sortez. Je vous remercie énormément d'avoir partagé le direct. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un direct pour des gens qui veulent savoir pourquoi ils sortent. C'était pas un direct pour les suiveurs, c'était des gens qui sont éduqués, qui veulent comprendre le rapport entre la macroéconomie et les problèmes du Cameroun. Entre les agrégats macroéconomiques révélés par la Banque africaine de développement et la léthargie, le gouffre dans lequel se trouve le Cameroun. Et la responsabilité du satrape Paul Biya dans cette affaire. Donc je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Merci.